30% des élus du gouvernement Hollande qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. Aujourd'hui, sous le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. Rachida Dati, c'est la reine de la magouille, entre guillemets. Et elle a été ministre de garde des Sceaux. Et elle est aujourd'hui ministre de la Culture. Je veux dire, aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, tu te demandes vraiment s'ils ne sont pas tous mafieux. En France, on ne se rend pas compte non plus, mais c'est le seul pays où il y a 2 présidents de la République qui ont été condamnés, Chirac, Sarkozy, et ces gens nous demandent d'être rigoureux, nous demandent d'être très propres. En fin de compte, ils ont tous un slip sale. Et plus vous saurez, moins ils pourront. Philippe Pascaud, bonjour. Bonjour. Vous avez été maire adjoint d'Évry, Manuel-Valls, puis conseiller municipal, conseiller régional, président de la commission formation pro et apprentissage de l'Île-de-France et chevalier des arts et des lettres. Vous êtes actuellement un administrateur de l'association citoyenne Anticorps qui agit contre la corruption et pour l'éthique en politique. Vous avez fréquenté la plupart des élus politiques de premier plan et vous militez pour une transparence totale de l'exercice politique. Vous avez écrit 7 livres aux éditions Max Milo depuis 2013, d'élus et du Goudron et la Plume qui recense plus de 2000 politiques qui ont eu affaire avec la justice. Et 10 ans après le best-seller Pilleurs d'État vendu à 120 000 exemplaires, vous recensez dans cet nouvel ouvrage, Pilleurs d'État encore et encore, de nombreux cas de condamnation d'élus. Alors vous écrivez que le nombre d'élus poursuivis entre 2014 et 2020 est en augmentation de 55%. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est un organisme officiel qui s'appelle la SMALC. Ouais, c'est ça. Tout ce que j'écris est factuel. Et grosso modo, il y a 2300 élus qui ont été poursuivis entre 2020 et 2026. Alors ça, c'est la version officielle, c'est ce que j'appelle le dessus de l'iceberg, c'est-à-dire c'est référencé, mais il y a aussi tous ceux qui sont pas fait gauler, et tous ceux qui sont en cours d'instruction. Donc il y a des enquêtes en ce moment où les gens sont encore pas mis en examen. En fin de compte, il y en a quand même un petit peu plus que 2300. Quel est le cas le plus emblématique de ces... Aujourd'hui, oui. Je le mets dans mon livre, c'est un élu qui se faisait rembourser, pour moi, qui se faisait rembourser 3 fois ses notes de restaurant. Et ça, pour moi, c'est complètement inadmissible. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, on peut manger 3 fois pour se faire rembourser ? Lui, il y arrivait. Et il a détourné plus de 100 000 € en frais de restauration sur quelques années. Et il faut bien se dire que cet argent-là, c'est le nôtre. Donc c'est totalement inadmissible de la part d'un élu. Ça, c'est ce qui symbolise le plus la filouterie des élus ripoux en place. Parce que jusque-là, jusqu'à se faire rembourser des notes de restaurant, c'est une honte. Alors le 15 septembre 2017, il y a la loi de confiance dans la vie politique, soutenue par le ministre de la Justice de l'époque, François Bayrou, aujourd'hui Premier ministre, qui a été promulguée. La réforme prévoit de nombreuses mesures pour encourager la transparence, la probité et le renouvellement de nos gouvernements. C'est du pipeau, tout ça. C'est une pseudo-loi de communication qu'ils ont instaurée pour faire croire aux gens qu'ils allaient moraliser la vie politique française. Et en fin de compte, ils n'ont rien fait de ce qu'ils ont dit. Même dans ce qu'ils ont dit, ça n'a quasiment pas été fait. Donc ils ont dit qu'ils allaient lutter contre le cumul des mandats, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'ils allaient lutter pour le fait que les élus aient un casier judiciaire vierge, ils ne l'ont pas fait. Ces gens-là nous ont menti de A quasiment jusqu'à Z. Ils ont dit qu'ils allaient ôter la haute cour de justice. Dixit, monsieur le Bayrou, ex-garde des Sceaux, aujourd'hui Premier ministre. Ils n'ont toujours pas retiré la haute cour de justice et s'en servent toujours pour absoudre leurs élus mis en examen. Leurs ministres, puisque la haute cour de justice ne sert que pour les ministres. Ce qui est une aberration complète en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un groupe de copains et de coquins qui se jugent entre eux pour savoir s'ils sont coupables. Et ce que je dis toujours, c'est que quand vous avez été au restaurant 20 ans avec votre camarade député ou votre camarade sénateur, quand vous avez à le juger, vous avez tendance à être un petit peu plus sympathique dans le jugement. D'ailleurs, la preuve, c'est que la Haute Cour de justice, aujourd'hui, elle a appliqué ça à un type que j'appelle maintenant Dupont-Maserati. Je ne sais pas si ça va parler. C'est soit Dupont-Maserati, soit Dupont-Morietti, je l'appelle, qui, ce brave monsieur, a eu un jugement à la Haute Cour de justice où maintenant, lui, il est responsable, même pas coupable. Avant, on était coupable, mais pas responsable. Maintenant, c'est responsable, mais pas coupable. Et il est passé à travers les mailles, alors que son dossier
sur les prises d'intérêt, sur la façon dont il avait mis en cause des magistrats dès qu'il était devenu ministre, était blindé. Donc c'est une honte. La façon dont on gère la justice en France en 2025 devient une justice quasiment une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. En sachant que la justice pour les riches est vachement plus cool que la justice avec les pauvres. Quel était le cas de Dupond-Moretti alors? Dupond-Maserati, oh, ben, il en a fait pas mal, c'est le brave monsieur, vous vous rendez compte, il a oublié de déclarer 300 000 euros sur ses revenus. Moi j'ai du mal, si j'oublie de déclarer 50 euros sur mes revenus, le fisc sonne à ma porte, et je me retrouve avec des agios tout de suite. Lui, il a oublié, pauvre monsieur, quoi, il a juste un comptable qui s'occupe de ses affaires, etc., de déclarer 300 000 euros. Il les a remis, on l'a absous. Il a acheté une voiture à Monaco, de façon totalement illégale. Donc il a déjà, premièrement, il a reçu de l'argent, 100 000 euros à peu près, d'une entreprise basée aux Échelles, donc qui est un endroit quand même un petit peu maquillage de compte, un petit peu, comment on appelle ça, l'exonération fiscale, un pays d'exonération fiscale, hein, des Échelles. Et en plus, à l'inverse de ce que déontologiquement un avocat doit faire. Parce qu'un avocat ne peut pas recevoir d'argent d'une entreprise si ce n'est pas son client. Donc il a reçu 100 000 euros d'une entreprise des Échelles alors que ce n'était pas son client. Il a acheté avec ça une Maserati à Monaco en payant une partie de la Maserati 20 000 euros en liquide. Eh bien, ça n'a pas impressionné la justice. C'est normal. C'est pour ça que je l'appelle maintenant Dupond-Maserati. Je vous signale qu'au passage, c'est la première fois en France que nous avons, depuis 1958, dans des gouvernements successifs du même président de la République, 2 gardes des Sceaux qui ont été mis en examen. C'est-à-dire 2 ministres de la Justice, Madame Rachida Dati et Monsieur Moretti, Gaston, comment je dis Dupond-Maserati, qui ont quand même été mis en examen, alors que c'est eux qui doivent faire respecter la loi. Personne ne s'en rend compte, mais c'est un truc de fou. En France, on ne se rend pas compte non plus, mais c'est le seul pays, et ce que je vous dis est factuel, où il y a 2 présidents de la République qui ont été condamnés, et 2 premiers ministres qui ont été condamnés. Des gens qui sont censés nous demander de respecter la loi. Chirac, Sarkozy, président, Fillon, Juppé. Donc les 2 principaux personnages de la France au gouvernement sont des gens qui ont eu affaire à la justice et qui ont été condamnés. Et ces gens nous demandent d'être rigoureux, nous demandent d'être très propres. En fin de compte, ils ont tous un slip sale. Alors, vous expliquez, vous donnez dans votre livre des cas effectivement d'ex-ministres qui ont bénéficié de la souplesse de la justice. C'est clair, aujourd'hui être ministre, quand vous êtes condamné, c'est une circonstance atténuante. Et une, peut-être, alors bon, on se souvient très bien effectivement, Claude Guéant, qui actuellement il a quelques soucis sur l'affaire. Il a quelques soucis sur l'affaire, il s'empêtre un petit peu dans les affaires de M. Sarkozy. Mais M. Guéant, entre autres, est quelqu'un qui a pioché dans la caisse. Et on l'a prouvé. Et ces gens-là nous gouvernent. Ça devient inadmissible. Mais il y a une affaire qu'on ne se souvient plus trop, en fait, c'est l'affaire Tibéri. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? L'affaire Tibéri, c'est l'affaire des faux électeurs à la mairie de Paris, qui a duré 21 ans. Je le mets dans le livre, d'ailleurs, Pire d'État, encore et encore. On a mis 21 ans à juger Tibéri, alors que, preuve à l'appui, les juges savaient qu'il y avait fraude dès le début. C'est quand même quelqu'un qui a réussi à faire voter sur Paris 8 000 à 10 000 électeurs qui n'existaient pas. 8 000 à 10 000 électeurs qui n'existaient pas. En gros, c'est le nombre d'habitants d'une ville moyenne. Eh bien, c'est passé à l'ast et on a mis 21 ans à le condamner. Mais là où c'est grave, c'est que quelque part la justice le savait, et j'en ai les preuves dans le bouquin, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a gagné des élections, il y a des gens qui les ont perdues, qui normalement auraient dû les gagner. Moi, je deviendrais fou. Si je vais à une élection, je dépense des sous, je perds parce que la personne a truandé, les juges le savaient et ils n'ont rien dit. Eh bien, c'est ça aujourd'hui la justice en France. Je vais vous donner un petit truc par rapport à ça, et je le prouve. Toutes les campagnes électorales des présidents de la République depuis Mitterrand, toutes les campagnes financières,
les campagnes financières électorales des candidats à la présidence de la République depuis Mitterrand ont été truandées. Et toutes ont été validées. Ça me pose quand même un problème. Par le Conseil constitutionnel. Par le Conseil constitutionnel et puis par la haute cour de vérification des machins. Ils ont tout été validés, alors qu'ils savaient qu'il y avait truandage dans les comptes de campagne. Même Jean-Marie Le Pen avait truandé et il le savait. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler il n'y a pas longtemps. On en a les preuves. La seule personne qu'ils ont amochée, parce qu'il fallait bien quand même qu'ils montrent que la justice passait, etc., c'est Jacques Cheminade, qui sur une erreur, je dis une bêtise, de 30 € sur 9 000 € de campagne, lui, s'est fait invalider. Mais tous les autres, ils ont truandé, ils ont quand même été validés président de la République ou leur compte de campagne. Parce que le fait, c'est que quand tu es invalidé sur une campagne financière électorale, on ne te rembourse pas ta campagne. Le fait qu'ils aient validé le président et les candidats fait qu'ils ont remboursé leur campagne électorale. Par contre, des petits élus qui ont le malheur d'oublier, j'ai un très bon copain qui est le maire de Janvry, qui avait pris un comptable qui, bizarrement, a déposé ses comptes de campagne rigoureux un jour après la clôture des comptes, lui s'est fait invalider pendant 3 ou 4 ans. Mais c'est un petit élu. Et là aussi, on se rend compte qu'entre les petits élus et les grands élus, il y a une différence de traitement dans la justice. Vous évoquez également dans votre livre le cas de Jean-Claude Gaudin. Oui, 82 ans, qui a détourné des dizaines de millions d'euros en surfacturant pour acheter ce qu'on pourrait appeler la paix sociale. C'est-à-dire que là-bas, à Marseille, il faut savoir que les syndicats quand même sont relativement costauds. Et Jean-Claude Gaudin, qui était un finot, pendant, je vais dire une bêtise, pendant 20 ans, a payé des heures supplémentaires non effectuées aux employés communaux de la commune de Marseille. Eh ben, la justice à 82 ans a essayé de l'allumer, et en fin de compte, il a été condamné à, une bêtise, 5 000 € avec sursis, quoi. Donc, alors qu'il a effectivement détourné des dizaines de millions d'euros. C'est ça la justice en France. Mais c'est M. Gaudin, et j'ai la même chose avec M. Balladur, que je mets aussi dans le bouquin, qui, sur l'affaire Karachi, dans le jugement, dit, d'abord l'affaire est vieille, et puis M. Balladur, comme M. Gaudin, ils sont un peu vieux, quoi, donc on ne va pas condamner des petits vieux, quoi. Donc du coup, M. Balladur, il est passé à travers les mailles du filet au niveau de l'affaire Karachi, quoi. Et ça devient inadmissible, parce que d'autant plus que quand on regarde ces exactions, les têtes pensantes sont exonérées de la justice, mais les sous-fifres en dessous, qu'est-ce qui morfle? Parce que dans l'affaire Balladur, le maire de Fréjus, Léotard, lui, il a pris 2 mois. C'est que dalle. Jean-François Léotard, il est mort il y a quelques temps. Qui était ministre. Ouais, qui a été ministre. Par contre, tous les sous-fifres en dessous dans l'affaire Karachi, eux, ils ont bien morflé. Ce qui n'est pas le cas de Chirac, ce qui n'est pas le cas non plus de Sarkozy. Non, mais Sarkozy, non, mais il y a quand même des gens qui ont morflé. Si l'affaire Big Maillon, excusez-moi, dans l'affaire Big Maillon, c'est les sous-fifres qui ont morflé. Hein. C'est pas les chefs. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, Lavrier, d'ailleurs, qui maintenant est chroniqueur à la télé, il a quand même bien morflé sur l'affaire Big Maillon. Non, aujourd'hui en France, et on l'a vu il n'y a pas longtemps sur l'affaire Arnaud, l'affaire Fakir, Arnaud, il a négocié dans un plaidé coupable une amende ridicule. Hein. C'est-à-dire qu'il devait être condamné, je crois, à 1 milliard d'euros. Écoutez bien, hein, 1 milliard d'euros d'amende. Et en fin de compte, il a été condamné à 12 millions d'euros. Donc pour lui, c'est 50 centimes. Grâce à ça, il est absous de tous les péchés qu'on lui machin. Par contre, l'équipe, le Squal, Squarcini, etc., en dessous, là, il vient de prendre 4 ans avec sursis. 4 ans, dont 2 ans ferme. Donc les sous-fifres en France, malheureusement, morflent beaucoup. C'est pour ça que je dis, faites attention. Si vous magouillez avec un grand élu, c'est vous qui allez aller en prison, pas lui. Dans votre livre, vous évoquez également un cas méconnu, c'est Jean-Michel Baillet et ses accusations de viol. Alors, c'est pas quelqu'un de méconnu, puisque là, il vient même d'être, là, il y a quelques jours, être élu président
aux représentants de la presse quotidienne régionale, malgré son âge. Il est encore maire d'une petite commune, mais Jean-Michel Ballet est un type qui, sexuellement, a fait des choses innommables avec des gens, y compris avec les filles de ses amis. Et il est passé à travers les gouttes de la justice. Soit il les a achetées, soit il avait le bras tellement long que quelque part les gens avaient peur. Moi j'ai rencontré, là il y a encore pas longtemps, des gens qui travaillaient avec lui. Tous savent des choses, tous ont vu des choses, mais tous ont encore peur de le dire. J'ai pas honte de le dire, Monsieur Baillet, pour moi, c'était un gros dégueulasse. Il n'a jamais été mis en cause? Non, il a hurlé. J'ai une copine qui s'appelle Isabelle Attard, qui a soulevé le truc en pleine Assemblée nationale une fois, en disant, vous avez essayé de violer la fille d'un de ses amis politiques. Il a menacé de faire porter plainte, comme d'habitude il sait faire, il a porté plainte, et puis une fois que l'affaire s'est calmée médiatiquement parlant, il a retiré sa plainte. Parce qu'en plus, on pouvait prouver ce qu'il avait fait, parce qu'il y avait même des photos. Mais ces gens-là arrivent à passer parce qu'ils repoussent les limites de la justice, ils vont jusqu'à la prescription, ils ont de très bons avocats, les gens ont peur. Ça fait peur de se battre contre des grands élus. Donc Jean-Michel Ballet, il a bénéficié d'une protection de par son pouvoir. Mais je consacre un long chapitre sur ce monsieur, et je conseille à tous les gens qui veulent, tous les MeToo, tiens, d'aller le lire pour se rendre compte de ce que c'était que ce personnage. Et c'était un mania de la presse aussi. Oui. Bah oui, C'est ça, il possédait la Dépêche du Midi, sa mère était très très riche, ils étaient près de l'ex-maire de Marseille, etc. Donc c'est un fils à papa. C'est un fils à papa. Il a dirigé le PRG dont j'ai fait partie durant quelques années. Et je peux vous assurer que là-bas, il s'en passait des vertes et des pas mûres des fois. Il y a même une histoire où une de ses assistantes, qu'il avait invitée dans son château, il l'a mis dehors en pleine nuit, toute nue. Non, il a été sympa. Il l'a mis dehors toute nue, mais quand même, il lui a laissé ses lunettes. Et comme l'affaire commençait à prendre de l'ampleur, il a sorti son carnet de chèques, et l'affaire a été étouffée. Alors, vous parlez également de Richard Ferrand, ouais. qui est donc nouveau président donc de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est une véritable honte. Avec Anticor, heureusement qu'on a porté l'affaire en procédure civile, parce que sinon ils étouffaient aussi. Le dossier sur la façon dont il a acheté, quand il était à la mutuelle, un bien pour sa maîtresse, qui n'était pas sa maîtresse, qui s'est paxé après, le dossier par A plus B prouve qu'il y a magouille. Mais c'est Richard Ferrand, donc ils ont été jusqu'à la prescription. Donc il n'a pas été condamné pour ça. Et on se rend compte que ce mec-là se retrouve président du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider si les lois sont bonnes ou mauvaises. Et là, j'ai très très peur que ça soit encore un truc de copain coquin, quoi. On va le voir sous peu, hein. D'ailleurs, il y a un élu qui a demandé une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, pour savoir si son éligibilité était constitutionnelle. S'il déclare que l'éligibilité de ce mec-là, je crois que c'est un député de Mayotte, je crois, qui a déposé ça, qui a été condamné et donc déclaré inéligible tout de suite. Si jamais le Conseil constitutionnel déclare que ce n'est pas constitutionnel, ça veut dire que si Madame Macron se fait condamner, elle pourra retirer son inéligibilité. Ça s'appelle un prêté pour un rendu. Et bizarrement, j'ai l'impression que monsieur Ferrand a été élu grâce aux voix du RN. Bizarrement, il me semble. Donc ça se pourrait bien qu'il se renvoie à l'ascenseur. Il n'a jamais été condamné pour l'instant. Pour l'instant, c'est le dossier concernant Ferrand non, sur l'instruction. Ça a été classé prescrit. Ah, ça a été prescrit, d'accord. Donc il est passé à travers du filet parce qu'on a dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu faute, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu truandage, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu magouille, mais c'est prescrit. Parce que le problème qu'on a avec ces choses-là, c'est que déjà, il faut savoir qu'ils ont truandé, il faut avoir le courage de le faire, il faut réunir des preuves, et souvent quand on réunit les preuves et qu'on le dit, il s'est passé un certain nombre d'années. Et comme ils savent jouer du temps, de l'usure du temps, quand on arrive vraiment devant le jugement, on te dit c'est prescrit. C'est ça la justice aujourd'hui pour certains grands élus. Vous avez un long passage également sur Rachida Dati et Barbouze. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu parce qu'il y a plusieurs histoires là concernant. Rachida Dati, c'est la spécialiste des magouilles et des histoires. Elle a même fait appeler à des barbouzes pour avoir des renseignements sur les gens qui s'étaient plaints
qui avait porté plainte contre elle au sujet de l'affaire Alstom. Elle s'est servie des services de police pour avoir des renseignements sur les gens. Voilà. Et quand on dit qu'elle a magouillé avec certains pays, c'est vrai qu'elle a touché officiellement plus de 900 000 € pour du travail dont on a du mal à trouver les traces. Mais elle, ça passe. Dit Rachida Dati, il faut le savoir que c'est une nana quand même qui avait jusqu'à 10 000 € de téléphone mensuel, payé par, à l'époque, le RPR. 10 000 €. Donc moi je dis, si elle a 10 000 € de téléphone par mois à l'époque, quand est-ce qu'elle a trouvé le temps de travailler? Parce qu'elle était totalement, tout le temps perchée au téléphone. Elle avait jusqu'à 5 ou 6 téléphones. 5 ou téléphones. Rachida Dati, c'est la reine de la magouille, entre guillemets. Et elle a été ministre de garde des Sceaux. Et elle est aujourd'hui ministre de la Culture. Je veux dire, aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, tu te demandes vraiment s'ils ne sont pas tous mafieux. Et j'en ai les preuves. J'avais référencé avant, sous le gouvernement Hollande, 30% des élus du gouvernement Hollande qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. 30%. Aujourd'hui, sous le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement Macron ont eu affaire soit au fisc, soit à la justice. En 2018, je ne sais pas si ça vous parle, 2018, 2018, c'était à peu près un an après l'élection de Macron à la présidence et l'élection en juin des députés macronistes. 21 ministres du gouvernement Macron avaient déjà eu affaire au fisc ou à la justice en 2018. Qu'on ne me dise pas que c'est pas un gouvernement mafieux. J'en ai des preuves. Et ce qui est surprenant, étonnant, incroyable, c'est que des élus peuvent être condamnés et continuer à être élus. Je l'ai dit aujourd'hui, être élu et condamné, c'est une circonstance atténuante. J'ai même des élus qui sont, j'en ai un d'ailleurs, je l'ai mis dans le bouquin, qui était inéligible quand il s'est présenté. Inéligible. Le préfet se rend compte, après son élection qu'il avait gagné, que ce type-là était inéligible. Il entame des procédures pour le faire destituer. Jusque-là, aucun problème. Malheureusement, c'est le préfet qui a été viré. Et le mec est resté élu, alors qu'il était déclaré inéligible. Mais il y a une ministre qui était intervenue pour ça, à l'époque, qui était venue le soutenir. Donc il était hors de question qu'on destitue cet élu, donc on a préféré virer le préfet, et cette ministre s'appelait Michèle Alliot-Marie. Vous évoquez également le cas de Jean-Christophe Cabanellis. Ah oui, lui, c'est plus des casseroles qu'il a, c'est une batterie de cuisine, ce brave monsieur. Et ce type-là continue à passer dans les médias, à nous donner des leçons de moralité, de comme il faudrait bien faire. Donc là aussi, j'ai du mal à comprendre que plus on a des élus pourris, plus ils ont des hautes fonctions aujourd'hui en France. Et nous sommes en 2025 et partout, on nous parle de moralité. Mais la moralité, apparemment, c'est pour les gens d'en bas. La moralité, c'est pour celui qui prend sa voiture et qui peut plus se déplacer dans Paris parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter une voiture critère 2. Ça, c'est eux ce que j'appelle la moralité. Mais eux, ils n'ont plus aucune morale. Et le pire, c'est que truander maintenant, en politique, ça devient banal. Ça devient normal. Il y a quelques années, la moindre personne, et même là, ils nous mentent, parce que quand on voit que M. Macron a déclaré en 2017 qu'aucun de ses ministres mis en examen ne resterait au gouvernement. Aucun ministre mis en examen. J'en ai jamais vu autant depuis 1958. Et ils sont toujours au gouvernement. Et pire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mis en examen sur des faits graves qu'on a pris dans le gouvernement de Mme Borne et qui ont été repris dans le gouvernement Attal. J'ai plus son nom en tête parce que malheureusement ces gens-là sont aussi illustres qu'inconnus dans la façon de s'exprimer. Mais je veux dire, la nénette est mise en examen pour détournement d'argent, entre guillemets. On la prend dans le gouvernement Borne, le gouvernement tombe, on la reprend dans le gouvernement Attal. On se demande vraiment par où ces gens se tiennent par la barbichette. Parce que je comprends pas. Et ces mecs-là les enchaînent. Tu sais que c'est pas le seul. Hein. Il y en a, celui qui a le plus de mises en examen, c'est Thierry Solaire. 13 mises en examen consécutives et successives. 13 mises en examen. Et ce type-là a toujours un rond de serviette à l'Élysée. Ouais, c'est ça, c'est un ami, c'est un conseiller de Macron. Il a toujours son rond de serviette à l'Élysée. Et qu'est-ce qu'il a fait, Solaire ? Solaire, 13, je peux plus les retenir. Détournement d'argent, falsification, fraude électorale. Il y en a des vertes et des pas mûres chez Solaire. Ça s'appelle un truand patenté.
Je veux dire, quand il y a un simple kidam qui est récidiviste, quand il a 13 condamnations ou 13 millions d'examens, on se dit, ce mec-là, putain, il a un dossier chargé, hein. Il est infréquentable. Il est infréquentable, tu vois. Eh ben, eux, non. On a l'impression que plus ils ont de mis d'examen, plus on les reçoit dans les salons parisiens. Mais un mec qui a 13 millions d'examens, il y a quelques années, mais il serait devenu pestiféré. Eh ben, lui, non. Non. Il continue à avoir un rond de serviette à l'Élysée. Moi, j'arrive pas à comprendre, et je comprends de moins en moins, mais il faut que les gens le sachent, parce que plus les gens sauront, moins ils pourront. Il y a un excellent reportage sur Off Investigation sur comment Macron a réussi à se faire élire en 2016-2017 et soutenu par Niel, donc Proxénète. Oui. Mais il n'y a pas que Niel. Et Mimi Marchand, qui était aussi... Mimi Marchand, mais qui est aussi une spécialiste du truandage. Ouais. Mais on ne sait toujours pas, sur l'élection de Macron, le nom de 1000 de ses donateurs. Et ils ont reconnu que quelque part, ils avaient arrangé la vérité de la possibilité. Alors, je vous explique. En France, il y a une loi de moralisation qui dit qu'on ne peut pas donner plus de 7 500 € par candidat. Et par personne. Ouais. Vous me suivez ? Par citoyen. Par citoyen. Sauf qu'on a oublié de vous dire que c'était en année pleine. C'est-à-dire que si vous donnez... Alors, les élections, en général, c'est en début d'année. Vous me suivez ? Mars, avril, par là. Donc, la personne de 7 500 € le 31 décembre. OK, elle a le droit. Elle redonne 7 500 € le 1er janvier. Elle a le droit. Sa femme, donc on en est déjà à 15 000 €, on est d'accord ? Sa femme donne 7 500 € le 31 décembre. Elle a le droit. Elle redonne 7 500 € le 1er janvier. Elle a le droit. Nous sommes à 30 000 €. C'est une famille qui a 2 ou 3 enfants. Chaque enfant, allez, on va dire 2. 2 enfants ont le droit de donner 7 500 € le 31 décembre. Donc on est déjà à 45 000. Et le 1er janvier, ils ont encore le droit de donner 7 500 € chacun. Nous sommes à 60 000 €. 60 000 € pour une famille. 1000 personnes dont on n'arrive pas à voir les noms. Ça s'appelle les magouilles à Macron. D'ailleurs, je trouve vachement bizarre que dans la validation de ces comptes aussi, il y a eu en 2017, bizarrement, le président de la commission de validation a eu une promotion 6 mois après la validation des comptes de Macron. J'ai jamais compris pourquoi. C'était qui ? J'ai plus son nom en tête, parce que tu sais... Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Ah, je sais pas, mais il a eu une bonne promotion, il est bien maintenant aux Bahamas, tranquille, le brave monsieur. Ça aussi, c'est pas normal. Et malheureusement, aucun enquêteur n'a été fouillé de ce côté-là. On n'a toujours pas été fouillé, on sait toujours pas où sont passés les 9 millions de stock options de retrait de chapeau que M. Macron a touché après avoir bossé 2 ans dans je ne sais plus quelle banque. Rothschild. 2 ans. On sait toujours pas de question sur sa déclaration de patrimoine où il déclare qu'il a que 500 000 €. Et ce n'est pas du complotisme parce que je suis en train de faire, parce que tout ce que je vous dis est factuel. Donc ce que je regrette, c'est que il y a plus assez d'enquêteurs courageux pour aller vraiment fouiller. Et puis même s'il y en a un, de toute manière, ça sera étouffé à l'étage au-dessus. Donc c'est difficile aujourd'hui de sortir les preuves sur ce genre de choses. Vous évoquez également le cas de Hubert Falco. Oh, le petit Falco. Qui a été un cas où Anticor s'était... c'est porté partie civile, c'est grâce à Anticor qu'il a été condamné, mais il n'a toujours pas compris, M. Falco. M. Falco n'était plus président du conseil départemental qu'il dirigeait depuis 10 ans, mais il avait quand même un frigo avec son nom marqué dessus, où personne n'avait le droit d'aller fouiller dans le frigo de ce qu'il y a dedans. M. Falco se faisait servir quasiment tous les midis à la cantine du conseil départemental, gratuitement, avec des invités. Monsieur Falco faisait venir le week-end 2 ou 3 employés du conseil régional ou départemental à son domicile pour lui faire à manger quand il faisait des repas. Le tout gratuitement, alors qu'il n'était plus président du conseil départemental. Il a été condamné, il comprend pas. Ben oui, mon petit bonhomme, mais quand tu n'es plus président d'un conseil départemental, tu dois plus avoir ton frigo. Et les repas du conseil départemental, c'est pas ta cantine. Et il n'a pas compris qu'il a pris 5 ans d'inéligibilité. D'ailleurs, il a fait appel. Et ça sert à ça aussi, Anticor. Alors, dans la loi de confiance dans la vie politique,
les parlementaires doivent maintenant justifier, dès le début de leur mandat, de respecter leurs obligations fiscales. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'en est-il cet entretien? C'est bidon. Tout ça, c'est bidon. C'est comme avant, quand ils faisaient une déclaration sur l'honneur qu'ils allaient être honnêtes. Donc, ou quand il y avait les prêts sur les remboursements, sur les emprunts. Un député pouvait emprunter jusqu'à 1 million d'euros, remboursable à des taux hyper préférentiels. Il signait une petite lettre, comme quoi il s'engageait sur l'honneur à rembourser. Aujourd'hui, tout ça, c'est du papier, c'est du vent, c'est de la communication. La simple, il n'y a pas de contrôle. À partir du moment où vous n'avez pas de contrôle, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. C'est pas pour ça qu'ils le font. S'il y avait vraiment des contrôles, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un élu qui se fait rembourser 3 fois ses notes de frais, ça passerait pas. Mais il n'y a pas de contrôle. Pour eux. Par contre, pour nous, oui. Nous, les croisements de fichiers de paye, ça se fait, hein, avec la CAF et tout, pour voir si on a trop d'enfants, etc. Eux, non. Eux, non, ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas contrôlés. Le déontologue de l'Assemblée nationale, qui est un type sympathique, qu'ils ont mis en place avec la nouvelle IRFM qui s'appelle l'avance sur recette, ou je sais pas quoi, il ne peut contrôler un député ou un sénateur qu'une seule fois par mandat. Donc, qu'est-ce que font les députés et les sénateurs aujourd'hui? Ils se précipitent pour être contrôlés la première année de leur mandat. Parce qu'en étant contrôlés la première année de leur mandat, ils sont sûrs de ne pas être contrôlés les années suivantes. Donc, c'est la porte ouverte, je fais ce que je veux avec l'argent des deniers publics, mon argent, ton argent, son argent. Et ils s'en privent pas. Hein. Aujourd'hui, par exemple, avec le nouvelle avance sur recette qui remplace l'IRFM, les députés et les sénateurs peuvent s'acheter une voiture neuve, payée sur 5 ans. À leur nom. Hein. Parce qu'à la limite, qu'ils s'achètent une voiture parce qu'ils en ont besoin en tant que députés, elle est au nom du député, après on la remet en service, on la donne aux députés suivants, pourquoi pas? Mais là, non. C'est de l'argent public, ils s'achètent une voiture à leur nom. Et je sais pas pourquoi, ils s'achètent pas tous des petites Clio. C'était tous des grosses bagnoles. Pourquoi ils se priveraient? C'est pas leur pognon qui rembourse. Alors dans votre livre, il y a une petite anecdote savoureuse où Mélenchon dit que Pasco, c'est le seul élu que je n'ai pas réussi à acheter. Ah oui, c'est vrai. Ça, on faisait une émission avec mon éditeur, chez Pascal Brunet, je crois. Et Bourdin. Non, c'était pas Bourdin, c'était Brunet, de mémoire. C'est pas Bourdin. Et donc, ou un truc comme ça. Et je le rencontre sur le maquillage. D'abord, il fait celui qui me reconnaît pas, donc ça, j'aime pas du tout. Et il me regarde, il cherche, il dit « Ah oui, Pasco. Celui dans l'Essonne que j'ai jamais pu acheter. » Ça m'a beaucoup fait amuser. Il l'a dit devant témoin, donc il peut pas récuser. Donc du coup, j'ai rien dit. Mais après, en partant, il me demande ce que je fais. Je dis que j'écris des livres. Et je lui dis « Tu sais, t'es dedans. » Et je suis parti. J'ai adoré penser à la tête qu'il avait fait. Parce que c'est vrai qu'il est dedans. Parce que c'est vrai qu'aussi, M. Mélenchon, qui lave plus blanc que blanc, a fait des choses pas très claires. Dans mon livre, je le mets, qu'il s'est acheté une maison grâce à son IRFM, qu'il a eu un emploi fictif pour sa fille, qu'il est parti du conseil départemental à une époque, pendant 3 ou 6 mois, avec le chauffeur et une voiture du conseil départemental, parce qu'il n'a pas son permis de conduire. Ce Mélenchon qui nous fait la morale, il y a un moment donné, il n'a pas été très moral lui aussi, donc il devrait un petit peu rabaisser son caquet de temps en temps. Mais Mélenchon est un type génial. Il est hyper tolérant à partir du moment où tout le monde est d'accord avec lui. Et on n'a jamais essayé de vous acheter? Si, on a plusieurs fois on a essayé de m'acheter avec des grosses sommes. Quand j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage, je gérais 800 millions d'euros par an, 176 CFA, l'école de la deuxième chance, la VAE, etc., etc. Donc 2 ou 3 fois, on m'a proposé des chèques dans des pays, je suis plus facile d'accès, avec 6 zéros. Le problème, c'est que moi, d'abord, ça me dit rien et j'ai horreur qu'on me tienne. Donc, je leur ai demandé de mettre ça dans le contrat. Je sais pas pourquoi, je les ai jamais revus. Donc, on m'a même proposé une fois de monter une liste au régional en me donnant 900 000 euros. Et j'avais la possibilité de garder environ, entre 850 et 870 000 euros pour moi. Le reste étant consacré à la campagne sur les régionales. J'ai refusé, mais je connais le mec qui a accepté. Donc, les pots de vin, ça arrive. Et d'ailleurs, il a fait une campagne où je pense qu'il a dû garder une partie des 900 000 euros pour lui.
Alors, c'est le 8e livre, hein, que vous écrivez Ouais. depuis une dizaine d'années. On n'a jamais essayé de vous faire taire? Si, bah si, bah si. Deux fois, j'ai mon ordinateur qui ont été vidés. Une fois, je bossais sur un dossier sur le Coca-Cola, et une autre fois sur un dossier sur Macron. Je me suis réveillé un matin, j'ai regardé dans mon ordinateur, il n'y avait plus rien, il m'avait tout siphonné. Donc j'ai eu quelques petites menaces, bon, trucs pas méchants, je veux dire, par rapport à des vrais lanceurs d'alerte qui risquent de leur vie grave. Moi, c'est de la pécadille, quoi. C'est pas, on fouille mon compte en banque de temps en temps. J'ai mes SMS régulièrement qui partent. J'ai des gens j'envoie des SMS à 2 heures du matin à des gens. Je reçois des SMS, j'ai mes SMS qui remontent de 3 ans, qui remontent en première place. Bon, ça les occupe. Vous avez été mis aussi dans un sarcophage, je crois. Ah oui, oui, ça c'est au boulot, ça c'est autre chose. Donc, vous savez ce que c'est qu'être au placard? Moi, j'étais dans un sarcophage, c'est-à-dire que j'étais dans le truc en dessous, porte blindée pour venir voir, pas de fenêtre, 2 portes blindées, une porte grillagée comme à Fleury-Mérogis, plus de secrétariat, mon ordinateur personnel qui marchait plus, mon téléphone portable qui passait pas dans mon bureau, et dans un bâtiment où 2 mois par an, j'étais complètement tout seul. Mes petits camarades très courageux qui me parlaient plus, les gens qui m'évitaient, ça a duré 7 ans. Mais bon. Ouais, c'était au moment de la sortie de votre premier livre. Ah bah c'était mes premiers livres. Il se trouvait que mon patron, je bossais à la communauté d'agglomération d'Evry-Centre-Essonne, et mon patron s'appelait Emmanuel Valls. D'ailleurs, salut Manuel Valls. Je l'appelle Dark Vador maintenant que je le vois. Pour la petite histoire, j'étais adjoint de Manuel Valls, mais je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. Une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. Et contrairement à ce que disent tous les gens, je répète et je dis que Manuel Valls, au début, c'était un mec bien. Au début. Mais comme beaucoup d'élus à cause du système, un jour, il a vrillé. Et puis, il est devenu le type innommable qu'il est aujourd'hui. Quand? Alors, moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Je le mets dans un de mes livres, d'ailleurs. À un moment donné, j'étais dans l'ascenseur avec lui, et il commençait déjà à virer sa cutie. Et je lui dis, Manuel, jusqu'où tu veux aller? Et il m'a dit, je veux aller jusqu'en haut. Moi, j'ai dit, écoute, je te quitte, je suis descendu au 2e. Je l'ai vraiment vu virer le jour où il est devenu député. Parce que 2 jours après, je crois, il quittait sa femme. Et ça, chez moi, c'est impardonnable. Il n'en avait plus besoin, hein. Et elle avait fait toutes les misères, elle l'avait suivi dans les galères. Il était maintenant maire d'Evry, il venait de devenir député, il était promis un grand avenir à Matignon. Il a dégagé à sa femme 2 jours après d'être député. Ça, j'ai du mal. Et depuis 10 ans, vous n'avez plus de contact? Ah si, je le vois de temps en temps. Je l'appelle Dark Vador maintenant quand il voit. Mais je sais pas pourquoi, quand il me voit, il part en courant. Ouais, ça avait été le cas, je crois, à un salon du livre, hein, Oui, oui. en 2017 ou 2018. Ah oui, bah, c'était pire que ça. Ouais, je m'en souviens, je me rappelais même plus, tiens. Ah oui, c'est vrai qu'il était Premier ministre à l'époque, et j'étais au Salon du Livre. Ah oui, c'est très marrant cette affaire. Et au moment où il passait dans les allées, il m'a envoyé 3 ou 4 gardes du corps autour de moi pour pas que je bouge. Le temps qui passe et qu'il fasse son truc, de peur que j'aille le saluer, que j'aille lui dire bonjour, que je dise quelque chose devant les écrans de télé. Ah oui, je me souviens, puis je bougeais pas parce que les gardes du corps, ils étaient assez gentils, mais fermes. Ah oui, je m'en souvenais plus de cette histoire, c'est vrai, il m'avait fait ce coup-là, ce brave Manuel Valls. Oui, je l'avais rencontré là aussi. Mais je le vois, il vient de temps en temps à Évry encore, hein, de temps en temps, et moi j'y vais aussi de temps en temps, et quand il me voit, il part en courant. Parce que je sais des choses. Il peut pas me regarder dans les yeux sans se rendre compte que moi, je connais la vérité. Donc ça pardonne pas chez ces gens-là. Et c'est souvent ce qui me pardonne pas. Donc moi, quand je les regarde dans les yeux, ils savent que je sais. Donc ils peuvent pas la faire à l'envers, ils peuvent pas faire leur truc grandiloquent. Comme je suis très impertinent, en plus, je me moque d'eux, quoi. Quand j'étais adjoint de Val, j'étais un des seuls conseillers municipaux qui ouvrait ma gueule en conseiller municipal. C'est-à-dire que quand Manuel Valls n'était pas content, et où que j'étais pas content, vous savez, on avait au conseil municipal, devant notre table, on a un petit carton avec notre nom, Pascou Philippe. Et donc, quand je n'étais pas content, je retirais le carton et je me cassais. Et il m'a dit, ah, Pascou, reviens, ou des fois, il me disait, t'es pas assez intelligent pour comprendre, quand il fallait voter. Je dis, écoute, si je suis pas assez intelligent pour comprendre, Manuel, je suis pas assez intelligent pour voter. Et je ne votais pas. Au début, ça l'a amusé. Après, ça l'a amusé, ouais. Mais je suis quand même, je le dis toujours parce qu'il faut que les gens le sachent, je suis vraiment la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui, hein. Et c'était un petit teigneux. Une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. Sur des questions de... Sur des questions où on n'était pas d'accord tous les deux. Et une fois, on s'est battu parce que j'attaquais fertement un de ses directeurs de cabinet qui s'appelait Martinet Plaisant,
qui était vraiment un type spécial. Et ça lui avait pas plu que j'attaque son directeur de cabinet, donc il m'avait collé contre le mur. Mais je m'étais pas laissé faire, parce que c'est le genre de personnage avec qui il faut pas se laisser faire. Moi, ils me font pas peur, ces gens-là. Ils me font pas peur. Tu sais, j'ai une formule que j'emploie, alors ça va plaire, vous allez peut-être le couper au montage, mais je dis toujours que quelle que soit la grandeur de l'élu ou du personnage, de temps en temps, il troue le papier avec ses doigts quand il va aux chiottes. Donc à partir du moment où tu arrives à avoir cette image dans la tête, qu'il soit grand ou petit, de toute manière, il peut trouver le papier. Sauf Louis XIV, qui lui se faisait torcher les fesses par des serviteurs. Donc Valls, c'est pas fait encore torcher. Non, c'est pas fait encore. Donc de temps en temps, il se trouve les doigts aussi avec le papier. Donc moi, il me fait pas du tout peur. Et pourtant, il m'en a fait des vertes et des pas mûres. Hein. C'est lui qui a refusé, qui a mis son veto pour que j'aille la médaille de l'Ordre du Mérite. Donc j'ai trouvé ça très marrant. J'ai trouvé ça très marrant. Pendant que vous étiez élu? Oui, pendant que j'étais élu, j'ai eu la médaille de chevalier des arts et des lettres, que je n'ai pas été chercher, hein, parce que les avoir, c'est une chose, et être rebelle, c'en est une autre. Mais je devais aussi avoir la médaille de chevalier de l'art du mérite, c'est ça, le conseil du mérite, je sais plus comment ça s'appelle, pour les petits trucs que j'ai faits à l'étranger ou en France, etc., etc. Et c'est Manuel Valls qui a mis son veto. Ça les occupe, ces petites mesquineries. Moi, ça me fait rigoler. Je vous remercie, Philippe Pascot. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, du livre « Pilleurs d'État, encore et encore » aux éditions Macmillan. Et je conseille aux gens de l'acheter. 1, je connais l'auteur. 2, c'est pas cher. Et plus vous saurez, moins ils pourront.